Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Tutos de Bad Sociaux, un podcast sur l'antiracisme et sur les différentes luttes contre le capitalisme racial et la colonisation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qu'on a l'habitude d'entendre à droite à gauche dans les conversations qu'on a le plus souvent sur le racisme dans nos vies de tous les jours, qui est que tout le monde est un peu raciste et que, fin de compte, le racisme serait quelque chose de naturel, répandu chez tout le monde, en plus d'être une question morale et quelque chose qui est juste pas gentil, qui s'incarne dans des insultes qui peuvent toucher tout le monde. Pourquoi est-ce que je trouve ça important de revenir sur cette question? C'est pour deux raisons principalement. La première, c'est pour pouvoir rappeler la réalité qui est que le racisme n'est pas une question morale, c'est pas une question d'être gentil ou méchant, c'est une réalité systémique, une manière dont la société fonctionne, une manière dont la société fonctionne que l'on peut observer dans la réalité matérielle des choses, c'est-à-dire littéralement ce que l'on voit, ce que l'on touche, la capacité des personnes à vivre et se reproduire. Mais se reproduire socialement, ça veut pas juste dire avoir des enfants, ça veut dire pouvoir avoir une vie complète, saine, dans laquelle on se sent satisfait. Donc le racisme, c'est une réalité systémique et matérielle qui atteint la capacité des personnes à vivre cette vie, une vie saine. Et l'autre point, c'est que très souvent, l'expression est-ce qu'on n'est pas tous un peu racistes, on est tous un peu racistes, sert principalement à désigner les personnes racisées, le racisme des personnes racisées, et surtout ce qui serait du racisme anti-blanc des personnes racisées envers les personnes blanches. Donc pour pouvoir reprendre le fil, pour pouvoir reprendre du début, je propose qu'on revienne sur deux définitions très simples et très rapides pour recadrer les choses. Celle du racisme systémique et celle de la racisation. Alors, le racisme systémique, on peut le définir comme étant l'ensemble des institutions mises en place dans notre société pour organiser l'extraction de valeur par la violence de groupes selon certains critères sociaux, reposant principalement sur le phénotype, mais aussi sur la religion ou des caractéristiques culturelles, et menant à la mort prématurée des membres de ce groupe. Donc voilà, on revient à l'élément fondamental de tout à l'heure, c'est que le racisme est une réalité matérielle, ça atteint la vie des personnes, ça atteint la qualité de vie des personnes. Et le processus de racisation, c'est un processus par lequel des populations sont hiérarchisées selon une mesure de l'utilité et une dévaluation de leur travail, puisque la valeur du travail est forcément sociale. Il n'y a aucune raison pour laquelle un livreur de Deliveroo devrait toucher un plus bas salaire qu'un PDG d'une entreprise du CAC 40, ou le PDG de Deliveroo, tout simplement. Les deux sont entièrement nécessaires à la production de cette entreprise, qu'on soit d'accord avec son existence ou pas. Donc, l'opération de dévaluation de travail, c'est une opération sociale qui rentre dans le processus de racisation et qui se traduit par la création d'un ordre social résultant en une exposition accrue au risque de mort et une qualité de vie réduite comparée au reste de la population, le reste de la population étant les blancs, correspondant aux exigences de l'ordre capitaliste national et global. Pourquoi est-ce que c'est important de revenir sur ces deux définitions fondamentales? C'est parce que ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que les personnes blanches, désignées comme étant blanches, au sein d'une société où le racisme systémique s'exerce, ce qui est globalement toutes les sociétés aujourd'hui, étant donné que le capitalisme racial est une réalité globalisée. Donc, au sein des sociétés où le racisme systémique s'exerce, la définition d'une personne blanche, c'est celle qui est exclue du processus de racisation. Ça n'est pas tant un ensemble d'avantages,
bien que ça en devient, puisque le processus de racisation est là pour pouvoir extraire de la valeur du travail des personnes racisées. Ce n'est pas seulement une capacité donc à accumuler de la richesse venant du travail des personnes racisées, même si c'est aussi ça, même si il existe des inégalités au sein de la population blanche dans cette capacité à capter cette valeur, c'est aussi et surtout le fait de ne pas être exposé à un ensemble de dangers directement liés à la racisation et à la réalité du racisme systémique. Euh, c'est le fait de ne pas être exposé à certains risques de mort, à certaines conditions sociales, ou vraiment d'un point de vue ultra marginal. Et ici, euh, on va penser à des extrêmes, par exemple le sans-abrisme, mais en réalité, si on revient simplement sur le fonctionnement normal de la société, on peut plutôt penser au fait d'occuper des métiers subalternes très dangereux pour la santé. Le fait d'être éboueur, le fait d'être femme de ménage, le fait d'être dans des métiers où on est en position, euh, je parle réellement d'ergonomie, en position physique douloureuse, ce sont des métiers qui, d'une manière générale, sont réservés, entre guillemets, aux personnes racisées, et d'où la blanchité extrait la majorité de la population de la possibilité de se retrouver dans ces conditions d'exploitation vraiment développées. Au-delà de ça, il y a d'autres mécanismes par lesquels la blanchité s'exerce et gagne à son avantage. Typiquement, les mécanismes autour de l'ignorance blanche qu'on retrouve dans l'essai Le contrat racial de Charles W. Mills, qui consiste au fait de, en tant que personne blanche, existant dans le groupe qui est tout au-dessus de la hiérarchie sociale correspondant à la racialisation, à la racisation, pardon, euh, c'est le processus qui permet d'ignorer la réalité des personnes racisées, de simplement faire abstraction des réalités matérielles et au risque de mort auxquels les personnes racisées s'exposent, de façon à pouvoir, d'une part, profiter des bénéfices qui peuvent être en retirés sans développer de culpabilité, mais surtout de garder une forme d'équilibre social et de ne pas remettre en cause cette hiérarchie qui est fondamentale au fonctionnement de la société en ignorant les effets délétères que ça peut avoir sur certains groupes de la population. Donc, à partir de tout ça, on revient à la question de base, c'est est-ce que le racisme anti-blanc, ça existe? D'un point de vue systémique, la réponse est claire et nette, étant donné que être blanc, par définition, c'est ça être blanc, ça n'est pas appartenir à tel ou tel groupe, étant donné que les groupes qui composent la blanchité changent avec le temps. Alors il y a un cœur qui ne bouge pas, la bourgeoisie dominante chrétienne du cœur impérial, l'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord, mais il y a des groupes qui rentrent, qui sortent. On connaît par exemple l'exemple des Italiens, des Irlandais, etc., en fonction des contextes. Mais une fois que l'on est désigné comme blanc dans un contexte particulier, que l'on est désigné comme étant tout en haut de cette hiérarchie, on ne peut pas subir les conséquences de cette hiérarchie. Donc, au sens systémique, le racisme anti-blanc n'existe pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il existe au sens individuel? Donc, est-ce que une personne noire peut faire acte de racisme envers une personne blanche? Une personne blanche, pardon, l'exemple le plus souvent cité étant celui de l'insulte, puisque c'est assez rare que les personnes racisées aient les moyens d'exercer des conséquences systémiques sur les personnes blanches. Donc, est-ce que traiter quelqu'un de sale blanc, c'est une insulte raciste? Eh bien, il faut se poser la question de ce que ça voudrait dire une insulte raciste. Et à ce niveau-là, je vous propose de faire un parallèle qui est très simple. Une insulte sexiste ou une insulte homophobe est une insulte sexiste ou une insulte homophobe parce qu'elle renforce la structure de domination du sexisme ou de l'homophobie,
Et dans le même sens, une insulte raciste est une insulte qui renforce cette hiérarchie, qui lui donne plus de poids et d'immédiateté dans la réalité des personnes. Étant donné que les personnes blanches ne sont pas des victimes de cette hiérarchie, de la hiérarchie raciale, qu'elles en sont tout en haut, qu'elles ne subissent pas de forme de domination sur cet axe, une insulte qui serait dirigée vers leur, leur condition sociale liée à leur race n'est pas une insulte raciste. Ça n'a aucun sens. C'est comme penser que une insulte visant un homme peut être une insulte sexiste. Ça n'a aucun sens. Étant donné que ce qui est problématique, ce qui est réellement dangereux avec une insulte raciste, ou une insulte sexiste, ou une insulte homophobe, c'est le fait de renforcer cette structure. Maintenant qu'on a parlé de ça, on n'a pas réellement répondu à la question de est-ce que les personnes racisées peuvent être racistes? On sait que les blancs ne peuvent pas être victimes de racisme, donc les personnes racisées ne peuvent pas faire acte de racisme envers les blancs, mais toute personne racisée reste, elle, une potentielle victime de racisme, quelle qu'en soit sa source. Et à ce niveau-là, on peut distinguer deux formes particulières d'expression du racisme des personnes racisées envers d'autres personnes racisées. La première est évidemment systémique, que l'on retrouve dans les politiques de certains États. Je pense notamment à la Tunisie, sous la direction de Kais Saied en ce moment, ou par exemple dans des discours xénophobes que l'on peut retrouver au Japon, par exemple, ou dans d'autres régions du monde, typiquement l'Asie occidentale, les pays du Golfe, qui ont clairement des politiques de racisation envers les groupes de travailleurs expatriés qui viennent pour pouvoir réaliser les métiers subalternes dans ces pays. Donc il y a une dimension systémique au racisme dans des pays où le pouvoir est contrôlé par des personnes racisées, avec des conséquences assez terribles la plupart du temps, quand on pense au sort des exilés dans le Sahara ou au sort des travailleurs dans le Golfe, ce sont des conséquences directement terribles, là on le voit, le risque de mort. Mais il y a deux choses que l'on peut dire à propos de ce racisme, sans du tout le diminuer, mais pour pouvoir le replacer dans le contexte d'où il émerge, c'est que, premièrement, bien évidemment, chacune de ces sociétés peut avoir ses propres bases de rejet, ses propres bases de discrimination, de xénophobie, et sur lesquelles les groupes dominants vont se reposer pour pouvoir asseoir leur pouvoir et leur contrôle social. Ça, c'est une réalité générale dans les sociétés. D'ailleurs, en général, ces groupes qui sont racistes sont aussi sexistes, homophobes, etc. Étant donné que le but est avant tout de renforcer le contrôle social de façon à renforcer le pouvoir de ces groupes dominants. L'autre point est que ce racisme systémique qui existe dans ces pays dirigés par des personnes racisées, eh bien, il existe dans la continuité du colonialisme et de la politique coloniale du cœur impérial blanc. Ce sont des politiques qui profitent in fine à la blanchité, d'une manière générale, même si les élites racisées de chacun de ces pays sont assez bien placées pour pouvoir en profiter, et parfois en profiter plus que des blancs du cœur impérial, ce sont des politiques qui très souvent sont des extensions des besoins du cœur impérial. Donc, très directement, la politique de la Tunisie de Kais Saied, c'est une politique qui est financée par l'Union européenne et qui est une extension de Frontex, la politique de l'Union européenne vis-à-vis des personnes réfugiées qui essaient d'immigrer en Europe, le but étant de repousser la frontière européenne en Tunisie. Donc il y a toujours des liens directs avec la hiérarchie coloniale et la hiérarchie de la blanchité, même si l'exercice systémique se fait par des personnes racisées dans des pays du sud global.
L'autre axe que je voudrais étudier du racisme des personnes racisées, c'est bien sûr celui qui est plus individuel, qui est celui des personnes racisées l'une à l'autre. Typiquement, les dynamiques que l'on retrouve, par exemple, en France, d'apparition de négrophobie, d'islamophobie, d'antisémitisme, d'euromophobie à l'intérieur des groupes racisés. Et sur ce point, il est important de rappeler que si une personne racisée ne peut pas faire preuve de racisme envers un blanc, parce que les blancs ne peuvent pas être victimes de racisme, une personne racisée peut entièrement faire preuve de racisme envers une autre personne racisée. Là, l'insulte, là, l'acte renforce la structure. Et c'est un point qui est particulièrement important. Ça n'est pas parce que le racisme ou alors le sexisme ou alors l'homophobie sont des réalités systémiques, des réalités qui existent dans le fonctionnement de l'État, des réalités qui existent dans le fonctionnement des grandes entreprises, des personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir, que les actions menées par les individus qui ont moins de pouvoir n'ont aucune importance. Parce que c'est aussi par les actions individuelles, c'est aussi par le racisme réalisé par les racisés entre eux, que la structure prend place complètement. C'est comme ça qu'elle rentre la plupart du temps dans nos vies, dans la normalité de nos vies, la structure de domination, puisque le plus souvent, entre racisés, on est plus proche de personnes racisées. Et ça vaut aussi pour les autres structures de domination. Ça n'est pas parce que l'État a un cadre qui peut être homophobe qu'on est dénué de toute forme de responsabilité en tant que personne racisée homophobe parce qu'on n'aurait pas de pouvoir politique. Non, les individus et les différents groupes, même s'ils n'ont pas de pouvoir politique, ont la capacité de renforcer les structures de pouvoir et les structures de domination, et pas seulement la capacité, c'est comme ça que ces structures existent. Elles ne sont pas simplement désincarnées ou incarnées uniquement dans les grands politiciens ou les grandes personnes de pouvoir. Toutes les structures de domination s'incarnent à l'intérieur des personnes qui peuvent en profiter ou exercer cette domination. Donc si vous parlez à une personne qui subit la racisation, si vous parlez à une personne qui peut être victime de racisme, vous pouvez être auteur de racisme envers cette personne. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est une réalité sur laquelle il faut pouvoir revenir parce que je pense que très souvent il y a une confusion entre le fait que un racisé ne peut pas faire acte de racisme envers un blanc, mais en réalité, c'est simplement qu'un blanc ne peut pas être victime de racisme, un blanc ne peut pas faire acte de racisme envers un blanc, et le fait qu'un racisé puisse commettre un acte raciste, mais un racisé, s'il commet un acte raciste, ça sera contre un autre racisé. Dans ce cadre-là, en fait, et pour pouvoir conclure, la chose importante à se rappeler, c'est que toutes les structures de domination sont renforcées par les groupes, même subalternes, s'ils sont, dans le cas du racisme, en train de s'adresser à d'autres personnes racisées, et que chacun de ces actes participe au rôle social qu'a telle ou telle modalité raciste ou raciale dans notre société. Ne pas interroger son antisémitisme et faire preuve d'antisémitisme en tant que personne racisée, c'est participer au rôle politique de l'antisémitisme, qui est principalement celui de nourrir des théories du complot et de masquer le fonctionnement du capitalisme dans notre société, de masquer comment est-ce que les personnes, principalement blanches, qui possèdent le pouvoir économique et le pouvoir social dans notre société s'organisent pour pouvoir organiser notre exploitation, c'est des choses que si on ne comprend pas, on ne peut pas se libérer. Donc nourrir l'antisémitisme, c'est empêcher sa propre émancipation. De la même manière, nourrir l'islamophobie, c'est nourrir la structure qui justifie la violence, la répression et l'attitude carcérale de l'État à notre rencontre. Surtout particulièrement en France.
Ou encore, et ça reste un exemple, ça n'est pas du tout une liste exhaustive, le fait de renforcer la négrophobie, le fait de la transférer sur d'autres personnes, c'est entre autres renforcer la normalisation de l'exploitation des travailleurs les plus subalternes dans notre société et du traitement que l'on doit avoir avec ces personnes. Ce n'est pas à dire que ces personnes soient uniquement noires, c'est-à-dire que les stéréotypes et les structures qui existent autour des travailleurs les plus subalternes de notre société se sont principalement construites dans les habitations d'Amérique et autour de l'esclavage, et que ce sont les mêmes codes que l'on retrouve. Donc nourrir la négrophobie, c'est nourrir cette structure. Du coup, j'aimerais rajouter, par ailleurs, à la chose, on remarque que chacun de ces types de racisme joue un rôle politique particulier qui touche toute personne racisée. Et ça, c'est un abus de langage que j'ai tendance à voir. Ça n'est pas faire la convergence des luttes que de s'intéresser aux formes de racisme qui touchent d'autres personnes racisées que soi-même. Car toutes les formes de racisme sont complémentaires et sont une continuation du même processus de racisation. Ce ne sont pas des luttes différentes, c'est la même lutte qui prend différentes modalités. Et pour même aller plus loin, c'est simple, on peut rajouter que le racisme systémique, étant l'un des piliers du capitalisme racial, n'existant que en concomitance avec les autres hiérarchies de domination dans notre société, eh bien, la convergence des luttes, la vraie, celle qui veut dire lier les luttes antiracistes, antisexistes, anti-homophobie, anti-validistes, le fait de lier ces différentes luttes, bien, c'est une condition nécessaire, sine qua non, de base de la lutte antiraciste d'une manière générale, puisque le racisme, de toute façon, s'exprime de manière différente selon les autres formes de domination que connaissent les personnes. Donc voilà, je voulais revenir sur ce point, principalement pour pouvoir éclairer ces deux petits points. Est-ce que tout le monde peut être raciste? Oui, mais jamais avec les blancs. Voilà, mais aussi, et ça c'est un point un peu plus général, ne pas oublier que, étant donné qu'on peut être raciste entre nous, ça veut dire qu'on peut se tirer des balles dans le pied entre nous, nous-mêmes. Et que c'est entre nous, personnes racisées, nous-mêmes. Et que c'est un travail qui est nécessaire de déconstruire toutes les formes de racisme, tous les stéréotypes racistes que l'on pourrait avoir. Bien sûr, quand je dis que c'est un travail qui est nécessaire, ça ne veut pas dire qu'il est simple, ça ne veut pas dire qu'il pourra être accompli du jour au lendemain. C'est un travail qui reste nécessaire pour pouvoir éventuellement prétendre à une émancipation complète pour chacun. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère vous retrouver bientôt.